Salut à toutes et à tous, ici Boris de la Bulle Ludique. On se retrouve comme d'habitude pour faire le bilan du mois écoulé. Donc là, on va se pencher sur le mois de juin. Je vais vous parler aujourd'hui de Archaeos Society et de Elawa côté nouveauté. Et puis dans les trucs un peu plus anciens, il y aura Train et Netrunner. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je voulais quand même saluer tous les nouveaux et nouvelles abonnés de la chaîne. Ça fait super plaisir. Je remercie les Incredibles qui ont mis la bulle ludique en avant. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous avoir rejoints, donc c'est super cool. Si vous regardez régulièrement ces vidéos et qu'elles vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait grandir la chaîne. On arrive tout doucement vers les 800 abonnés. Ce serait génial que dans sa première année d'existence, la chaîne puisse atteindre les 1000. Ça serait vraiment une grosse récompense, une grosse reconnaissance pour tout le boulot que je mets pour produire ces vidéos. Donc n'hésitez pas si ça vous plaît à le faire. Et puis un petit pouce bleu, un petit commentaire, un retour pour aller voir les vidéos précédentes que vous avez loupées. Il y en a plein des intéressantes, notamment les rétrospectives. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir aussi de voir que son travail perdure dans le temps. Je commence donc la chronique avec Archaeos Society. C'est un jeu que j'attendais énormément pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un jeu de Paolo Mori, un auteur que j'adore. Il a fait Blitzkrieg et César. Il a fait évidemment Libertalia, Augustus, alias Via Magica. Donc des jeux souvent très épurés et très malins, très fins dans leur design. Moi, c'est vraiment un auteur qui m'impressionne toujours beaucoup. Et puis là, c'était la réédition de Ethnos. Ethnos qui était quasi introuvable, ou alors il partait en occasion à des prix très chers, et surtout qui était annoncé comme pourvu de gros défauts d'édition. Là, c'est les Space Cowboys qui le remettaient au goût du jour sous une nouvelle forme, une nouvelle thématique. Ethnos était plus sur une thématique fantasy, guerre entre des gobelins, des dragons, machin, et là on était sur un univers un peu plus à la Indiana Jones, des expéditions pour récupérer des artefacts mystérieux. Tout ça, ça me plaisait beaucoup, j'attendais le jeu avec impatience, je l'avais même précommandé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'en pense après 2 parties à 2 joueurs, donc évidemment il va falloir encore creuser. Pour l'instant je suis un petit peu mitigé. Archaeos Society, c'est un jeu de stop ou encore, mais qui n'est pas présenté de façon classique, où vous allez, je sais pas, pousser votre chance, et à un moment vous faites un mauvais lancer de dés, et vous perdez votre tour. Ici, c'est un jeu à la mécanique très simple, très épurée, à la Aventurier du Rail en fait. À votre tour, vous allez soit piocher des cartes, soit en jouer. Quand vous piochez des cartes, vous allez les prendre dans une rivière commune, où vous allez piffer en prenant la première carte du paquet. Si la rivière est vide, on peut même piocher 2 cartes du paquet au lieu d'une. Et à la place de piocher des cartes, on peut décider de les jouer. Quand on les joue, on va jouer toutes les cartes d'une même couleur, ou toutes les cartes pourvues d'un même symbole, d'un même rôle, et en plus, ce rôle aura un petit pouvoir spécial. En fonction de la carte qu'on va laisser au sommet de la pile de cartes qu'on joue, on va pouvoir déclencher ce pouvoir, et en fonction de leur couleur, on va pouvoir avancer sur des pistes. Ça va nous faire scorer à la fin de chacune des manches. Jusque-là, c'est très classique. Le twist, qui transforme le jeu en un jeu de stop ou encore, c'est que quand vous jouez des cartes, si vous ne parvenez pas à jouer toute votre main d'un coup, toutes les cartes restantes vont rejoindre la rivière au milieu. Et donc du coup, elles vont pouvoir être récupérées par vos adversaires, mais aussi par vous, à partir de votre tour suivant. Il y a du coup un côté pousse ta chance de « Ah, j'ai déjà 3 cartes mauves, c'est super, je peux faire une chouette expédition, mais tiens, est-ce que j'essaierai pas d'avoir cette 4e qui va me permettre d'avancer? Est-ce que j'essaierai pas d'aller voir si je peux pas récupérer ce rôle-là qui m'intéresse avant pour l'associer à mon expédition et déclencher le pouvoir qui m'intéresse. » Ce qui fait que je suis un petit peu plus mitigé, c'est que dans Ethnos, auquel j'ai jamais joué, je précise, mais je me suis renseigné, il y avait une notion de majorité. C'est-à-dire que quand vous jouiez des cartes, vous vous placiez sur le plateau, et il y avait uniquement la personne qui était majoritaire qui allait pouvoir déclencher un scoring. Du coup, il y avait beaucoup de tension, on surveillait énormément ce que faisait l'adversaire, les cartes qu'il prenait, etc. Dans Archaeos Society, c'est fini. Tout le monde peut scorer toutes les pistes, qu'ils soient plus avancées, moins avancées. Et du coup, ce palier de seuil de cartes à atteindre pour pouvoir se placer a permis de proposer un nouvel enrichissement mécanique au détriment de la tension et de la majorité. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait que le jeu se joue très bien à 2. Moi, c'est comme ça que je l'ai pratiqué. On peut le jouer jusqu'à 6.
je vois pas nécessairement l'intérêt. Je peux pas m'empêcher pour l'instant de trouver le ressenti un petit peu plat. J'ai beau trouver tous les petits pouvoirs très malins, très bien imaginés, ils viennent parfaitement s'imbriquer dans la mécanique extrêmement épurée, ils sont tous à la fois très simples et permettent de renouveler les situations, n'empêche que on déroule, c'est très mécanique, on se retrouve très souvent à piffer, à prendre la première carte de la pioche, donc on est un petit peu dépendant de ça, il n'y a pas tellement de possibilités d'avoir plus de contrôle, on avance tranquillement sur ses pistes, notre adversaire aussi, on se préoccupe pas vraiment de ce qu'il fait, et puis à la fin on voit qu'il y a le plus de points, et voilà. Chaque piste a aussi une face avancée, donc qui permet d'enrichir de nouveaux effets, de nouveaux pouvoirs. Cependant, quand on découvre le jeu, il conseille de n'utiliser qu'une seule face avancée parmi les 6, c'est ce que j'ai fait du coup lors de mes 2 parties, et du coup ça manque un petit peu de profondeur, il y a juste une piste qui a un effet spécial, et toutes les autres servent uniquement à marquer des points de victoire, donc c'est ça aussi qui participe, qui donne peu de relief en fait à ce qu'on fait dans le jeu, hein. On pioche des cartes, on les joue, on avance sur des pistes, on marque des points de victoire. Bon, clairement, le thème, il est pas trop là, et surtout, l'excitation non plus. Alors après, je suis pas catégorique sur le jeu, il faudrait que j'y joue encore, il faudrait que je vois quand même si y jouer à un peu plus nombreux, à 3 ou à 4, avec davantage de cartes qui reviennent dans la rivière, ça peut pas créer un peu plus de contrôle et de possibilités. Et puis, faudrait que je fasse aussi le tour de l'ensemble des effets des pistes, parce qu'il y en a peut-être certaines qui vont complètement renouveler les sensations et ajouter un peu plus de tension. Il faudrait aussi essayer d'en ajouter plus d'une par partie. Je pense que Archaeos Society a été pensé vraiment pour être un jeu très familial, très accessible, et que du coup il conseille des mises en place qui compliquent très très peu les choses, mais quand on est un peu joueur aguerri, on a envie d'avoir un peu davantage d'effets qui combattent pour enrichir les parties tout simplement. Donc on verra sur le long terme, mais pour l'instant, je vais pas dire qu'Archaeos Society est une immense déception, mais c'est clairement pas un jeu qui m'anime complètement, c'est pas du tout la claque attendue, c'est un petit jeu sympathique à faire en couple en soir de semaine quand on est un peu fatigué. L'autre nouveauté sur laquelle j'ai décidé de m'arrêter ce mois-ci, c'est Elawa, un jeu de Corentin Lebras et de Johan Goupy chez Bombix. C'est une toute petite boîte. Comme d'habitude avec Bombix, c'est très soigné mais très minimaliste en termes d'édition. On a juste les cartes, les jetons, il n'y a rien qui dépasse, c'est propre, ça coûte 15 balles. Déjà, ça en fait un bon produit, comme on dit. Mais est-ce que c'est un bon jeu ? Eh ben, celui-ci m'a vraiment plutôt très agréablement surpris. Elawa, c'est un jeu avec une thématique préhistorique, mais clairement, c'est une sorte de jeu abstrait. D'ailleurs, le jeu reprend le principe de la Wallée, mais avec un twist, puisqu'on n'égrène pas, mais on récupère des ressources selon le principe de la Wallée en cercle. D'ailleurs, Elawa, c'est Awalé à l'envers, d'où le concept. Dans Elawa, à votre tour, vous allez ramasser une carte qui est autour du feu, donc vous avez 6 possibilités. Vous allez regarder le nombre qui est en bas à droite de cette carte, il peut être entre 1 et 3, et vous allez ramasser autant de ressources en commençant par la pile qui suit dans le sens des aiguilles d'une montre, et vous allez prendre 1, 2, voire 3 ressources en suivant le sens du cercle à partir de la carte que vous avez prise. Juste après ça, ces ressources, vous allez pouvoir les dépenser pour jouer des cartes devant vous, de manière assez classique. Certaines ont des petits pouvoirs, mais ça va essentiellement être de la collection. Il y a du scoring qui va se faire en fonction des différents types de cartes que vous avez devant vous. Il y a des points de victoire bruts, il y a des cartes de stockage qui vont vous permettre d'ajouter des ressources dessus, maximum 1 par tour, et sur le long terme, elles vont pouvoir scorer beaucoup de points. Ce qui est intéressant, c'est toute la notion de timing, parce que vous n'êtes pas du tout obligé de jouer une carte au tour où vous la récupérez, vous pouvez très bien la garder pour plus tard, et en même temps, vous ne pouvez stocker que 4 ressources, voire 3 dans la version avancée du jeu, qui offre des petits pouvoirs asymétriques, soit dit en passant. Il va falloir trouver un équilibre entre ramasser des cartes, ramasser des ressources qui vous intéressent. Évidemment, les cartes les plus puissantes sont celles qui donnent très peu de ressources à ramasser, et puis à un moment, vous allez dérouler votre jeu, mais vous n'êtes pas dans une rythmique linéaire où c'est « je prends une carte, je pose une carte ». On peut très bien préparer un gros tour et puis dérouler d'un coup. Il y a certaines cartes aussi qui demandent de défausser une autre carte de votre main, donc
ça c'est intéressant aussi, vous pouvez très bien ramasser une carte en fait pour faire du contre-draft, pour ne pas la laisser à votre adversaire, sans qu'elle pollue pour autant votre main, parce que vous pourrez l'utiliser plus tard pour la défausser et en poser une qui vous intéresse vraiment. Donc tout ça c'est très malin. Évidemment, vous le comprenez vite si vous êtes habitué de la chose, tous ces jeux où on ramasse des éléments dans une réserve en commun, à la Azul par exemple, c'est des jeux qui vont beaucoup mieux se jouer à deux, puisqu'on peut très bien surveiller ce qu'on laisse à notre adversaire, anticiper et dire ok, s'il va là, moi je vais pouvoir récupérer ça au prochain tour, etc. Un aspect qui crée pas mal de tension dans Elawa, le mot est peut-être fort, mais en tout cas qui donne envie de surveiller ce que fait son adversaire et d'anticiper un peu, c'est que quand une pile de ressources au milieu est terminée, si vous êtes le joueur qui déclenche la fin de cette pile, vous pouvez récupérer une ressource bonus au milieu du plateau. Et du coup, on va faire très attention à ne pas laisser notre adversaire terminer des piles. Cette pile de ressources au milieu, elle va aussi contrôler la fin de partie, et donc, évidemment, si vous êtes davantage en tête sur les points, parce que vous avez pu récupérer des grosses cartes et pas votre adversaire, vous pouvez du coup, au contraire, essayer de précipiter cette fin de partie, quitte à laisser votre adversaire finir des piles. À l'inverse, si votre stratégie est plutôt construite autour des cartes de stockage, qui vont s'enrichir à chaque tour quand on y pose de nouvelles ressources dessus, et scorer de plus en plus au fil du temps, évidemment, là, vous avez envie que la partie dure un peu, donc vous allez davantage aller piocher un petit peu partout. Et là, ça se joue en un quart d'heure, et c'est très malin. Vraiment, les sensations sont vraiment fines. Alors, je dis pas que c'est le jeu de l'année, que c'est révolutionnaire, qu'on n'a jamais vu ça. Clairement, le petit twist autour de la mécanique d'Awale, c'est pas non plus un truc renversant dont on va parler dans 10 ans, mais il y a un rapport entre le prix du jeu à 15 balles, le fait qu'il se joue en un quart d'heure, et qu'on a tout de même des bonnes sensations qui font réfléchir, etc., qui font que moi, ça me convainc énormément, et ça peut tout à fait trouver sa place avant ou après un plus gros jeu, plutôt en tête-à-tête, du coup, vous l'aurez compris. Il est jouable sur Board Game Arena si vous avez envie de l'essayer. Moi, c'est comme ça que je l'avais repéré, et clairement, je suis pas déçu de la version physique non plus, même si je pense que le jeu se joue un poil mieux en numérique, ça permet de voir en un coup d'œil combien de jetons il reste dans chaque pile. En physique, du coup, comme c'est des très petits jetons, vu la taille de la boîte et le prix réduit du jeu, parfois, il y a un petit souci de lisibilité à ce niveau-là. Franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat non plus. Ok, maintenant on part sur des vieilleries, parce qu'on peut pas jouer non plus que à des nouveautés, c'est très bien aussi de ressortir des vieux jeux de son placard. Là j'ai choisi de vous parler de jeux que j'ai redécouverts récemment et que j'ai pas mal pratiqué. Je vais commencer par Train, ou Trains, qui est chez AEG, qui est un jeu de Hisashi Hayashi. Train, ça se pitch en une phrase, c'est Dominion avec un plateau. Cherchez pas, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez pareil des cartes qui vous donnent de la monnaie, vous avez des cartes qui vous permettent de poser vos rails, qui sont tout simplement des cubes en bois, sur le plateau, et vous avez un troisième type de carte, les gares, qui vous permettent, une fois que vous avez récupéré des villes sur le plateau, d'enrichir leur façon de marquer des points. Donc si vous avez récupéré une ville mais qu'elle a aucune gare à la fin de la partie, elle vous rapportera rien. Et puis elle va scorer de plus en plus, une gare 2 points, 2 gares 4 points, etc. Clairement, un des enjeux va être d'aller récupérer ces villes assez tôt dans la partie pour pouvoir les faire grossir petit à petit. Dit comme ça a l'air très peu original, et vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on jouerait pas plutôt à Dominion, qui est un excellent jeu? Parce que ce qu'apporte Train par rapport à Dominion, c'est la présence des ferrailles. Un peu comme les malédictions, c'est des cartes qui vont polluer votre deck, mais ici, elles vont arriver de façon extrêmement régulière et presque inéluctable dans votre paquet. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez poser un rail, vous allez prendre une carte ferraille qui vient dans votre deck. À chaque fois que vous allez poser une gare, vous allez prendre une ferraille qui vient dans votre deck. Quand vous allez acheter des cartes à point de victoire, vous allez prendre une ferraille qui vient dans votre deck. Et donc, elles vont très très vite arriver, ces ferrailles, et elles vont inévitablement polluer votre moteur de jeu. Du coup, si vous vous retrouvez avec beaucoup trop de ferrailles d'un coup en main, 3, 4 sur votre main de 5 cartes, vous pouvez choisir de passer votre tour et de remettre toutes ces ferrailles dans la réserve, et hop, on épure un petit peu.
Mais du coup, cette arrivée constante des ferrailles, elle fait que, sur le long terme, vous ne pouvez pas avoir un deck hyper épuré, tout fin. C'est pas possible dans Train. Là où dans Dominion, avec la chapelle, etc., on sait que c'est une des stratégies les plus cassées, en fait, d'épurer à fond son deck. Bah, là, c'est pas possible. Donc ça crée des nouvelles sensations de jeu. Mais du coup, ça crée aussi une tension propre dans sa stratégie entre, je vais poser des rails très tôt sur le jeu pour pouvoir aller rallier des points qui m'intéressent et barrer la route à mes adversaires. Alors, ils peuvent poser des rails là où vous êtes aussi, mais ça va leur faire une ferraille de plus, et ça va leur coûter de l'argent en plus. Donc du coup, ça les ralentit plus ou moins. Donc ça peut être intéressant de faire ça tôt dans la partie, poser plein de rails, mais en même temps, c'est synonyme d'avoir plein de ferrailles très tôt dans son paquet, et d'avoir des mains moins efficaces. Donc moi, ça m'est déjà arrivé pendant les 2-3 premiers cycles de mon deck à Train, de jouer aucune pose de rail, aucune gare, tout simplement pour prendre le temps de me construire. Mais du coup, j'étais en retard par rapport à mes adversaires qui s'étendaient sur le plateau. Donc c'est des dilemmes qui sont très intéressants. Comme Dominion, c'est pas un deck building à rivière, c'est-à-dire que la mise en place est fixe, vous avez au début de la partie 8 paquets de cartes, en plus des cartes de base comme les gares et la pose de rail, et puis évidemment les trains améliorés qui vont vous donner plus d'argent. On a toute une série d'autres cartes, des cartes actions qui, de manière classique, vont nous permettre de piocher, mais il va y avoir aussi des poses de rails améliorées, par exemple, qui vont réduire le coût, qui vont vous permettre de poser des rails sur la mer, par exemple, ce qui n'est pas du tout possible de faire normalement, et puis il va y avoir des gares plus intéressantes. Il y en a une dans l'extension qui permet de poser des gares sur les champs, ce qui modifie complètement la dynamique de scoring du jeu. Comme dans Dominion, l'intérêt vient de la dimension stratégique que cette mise en place permet, parce qu'en début de partie, vous allez analyser les différentes actions qui sont disponibles, et vous allez vous dire, ok, je pars plutôt sur celle-là et celle-là, ces deux-là fonctionnent bien ensemble, je vais les acheter dans cet ordre-là, et vous allez établir un plan, et ça c'est quand même très agréable, plutôt que de juste se contenter d'acheter ce qui tombe dans la rivière au pif. Un dernier aspect qui est vraiment intéressant, c'est que ces villes que vous faites prospérer en mettant des gares pour qu'elles scorent des points, vos adversaires peuvent très bien y aller aussi, et en profiter de façon parasite, un petit peu comme dans un vieux jeu de Kramer et Kissling que j'aime beaucoup, Torres, où on construit des châteaux qui scorent, et les autres peuvent très bien se foutre sur notre château pour scorer aussi. Là c'est pareil, je peux aller chercher cette ville avec 3 gares de mon adversaire et scorer autant de points que lui. Ça va juste me coûter un petit peu plus cher, ça va me donner plus de ferraille, mais c'est possible. Et puis, en fonction de quand on ressent la bascule, entre le moment où on doit acheter des cartes pour se développer, des cartes qui donnent de l'argent, qui permettent de poser des rails, etc., et puis ce moment où on dit, ok, là, mon deck a de quoi tourner suffisamment, la fin de partie est proche, maintenant je me mets à acheter des cartes qui vont juste me donner des points de victoire, établir ce twist et passer de l'achat de cartes de développement à l'achat de cartes qui servent purement à scorer, qui ne servent à rien d'autre et qui en plus vont nous mettre des ferrailles. C'est double peine en termes d'inutilité quand vous les piochez. Ça aussi, c'est un aspect qui est vraiment intéressant et que j'aime beaucoup. Enfin, une dernière raison de vouloir se pencher sur Train plutôt que sur Dominion, c'est que du coup, avec cet aspect plateau, cet aspect interactivité du placement, c'est un jeu qui va très bien se jouer à 3, à 4, ce qui n'est pas du tout le cas de Dominion, en tout cas me concernant. Moi je préfère y jouer à 2 pour que ça soit plus fluide. Dans Train, ça peut être intéressant d'y jouer à 4 pour avoir vraiment ce côté croisement, blocage sur le plateau, etc. Je possède aussi une extension qui ajoute des maps de joueurs qui se jouent avec un petit peu moins de rails et qui se jouent sur un demi-plateau. Donc là, on retrouve ces sensations de blocage même à 2. C'est plutôt bien foutu, c'est agréable, mais elle ne disqualifie pas le fait d'y jouer à plus nombreux. Ça reste tout aussi intéressant. Donc si vous aimez les deck building, moi je vous recommande très fortement celui-là. Il n'y a pas besoin d'aimer la thématique, elle sert juste à montrer qu'on va faire un réseau et ça va être beaucoup plus accessible que des 18xx ou ce genre de jeux Steam, que sais-je. Les jeux de train, d'habitude, ça fait peur, mais clairement, il faut pas vous arrêter à ça. Les parties sont nerveuses, ça se joue en une demi-heure, 3/4 d'heure, même à plus nombreux, 1 heure maximum. C'était sorti en VF chez Philosophia. Les extensions n'ont jamais été traduites, elles sont en anglais chez AEG, mais ça reste trouvable sur Ocaseo ou autre. Franchement, si vous aimez les deck building, n'hésitez pas à mettre la main dessus, ça vaut clairement le coup.
Le dernier jeu du mois, c'est également un jeu de cartes, on se refait pas, c'est Android Netrunner, alors qui était à l'origine un jeu de cartes à collectionner de Richard Garfield dans les années 90, et qui a été remis au goût du jour en version jeu de cartes évolutif par FFG, avec sa formule habituelle. Le jeu a plutôt bien fonctionné pendant les années 2010, et aujourd'hui il est complètement arrêté. Il y a quelques fans qui ont prolongé l'expérience en version fan-made, print and play, je crois qu'on peut même acheter des boîtes si on veut. Moi j'ai chopé plein de boîtes officielles en déstockage quand le jeu était en fin de vie. J'ai ma grosse collection de cartes, j'ai un deck de chaque faction, et je le pratique comme ça, tranquillement. Moi, j'ai pas du tout une approche complètement compétitive de tous ces jeux de cartes-là. J'ai jamais fait de tournoi, ça m'a jamais trop intéressé. Moi, ma façon de faire, c'est d'initier des gens, de leur prêter des decks, et d'y jouer comme ça en dilettante. Alors je vous préviens tout de suite, c'est pas très facile de rentrer dedans, parce que c'est un jeu qui est très jargonneux. Ça se passe dans un univers cybernétique, et le jeu est asymétrique. Un joueur va incarner la corporation, une espèce de grande entreprise qui va jouer uniquement toutes ses cartes face cachée, et qui va essayer de scorer des points de victoire avec des projets. Et le joueur adverse est le runner, un pirate informatique qui va tenter de dénicher ses projets, de les trouver dans la main, dans le deck ou sur la table devant la corporation, et dès qu'il y accède, dès qu'il parvient à trouver ses cartes, hop, il les score instantanément, elles sont pour lui. Le premier a 7 points de victoire, a gagné la partie. C'est un jeu qui est jargonneux parce qu'il essaye de respecter sa thématique et donc d'associer des termes en fonction de son univers. Donc les cartes de défense que va placer la corporation, par exemple, sont des glaces. La corporation va mettre en place des serveurs distants, des serveurs centraux. La main, c'est pas votre main, elle s'appelle quartier général. Le deck, c'est recherche et développement. La défausse, c'est les archives. Bref, il y a énormément de terminologie à connaître avant même de pouvoir comprendre les effets de cartes. Donc, il faut un peu rentrer dans ce bain-là. Un autre aspect, c'est que l'asymétrie, pour le coup, est très très prononcée. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même façon de jouer si vous êtes la corporation ou si vous êtes le runner. Je le disais, la corporation, elle joue uniquement ses cartes face cachée. Elle essaye de bluffer. Elle pose des cartes qui vont peut-être être des façons de marquer des points de victoire ou des pièges qu'elle tend au runner. Elle pose des défenses qui vont se déclencher plus tard, donc elle est vraiment dans une anticipation. Elle n'a que 3 points d'action, mais elle pioche gratuitement une carte au début de chaque tour, et si elle arrive à la fin de son paquet, elle perd la partie. A l'inverse, le runner a 4 points d'action, mais il ne pioche pas gratuitement, il doit dépenser ses points d'action pour piocher, et puis surtout, il joue tout carte sur table, donc il va mettre en place des programmes qui vont lui permettre de casser les défenses de la corporation, il va lancer des piratages sur les différentes zones de jeu. Donc un piratage, c'est accéder aux cartes dans une zone, mais s'il y a des défenses sur notre route, elles vont évidemment nous empêcher d'avancer, potentiellement, voire nous tuer. Le runner peut mourir quand il subit des dégâts, il doit défausser des cartes de sa main. S'il a plus assez de cartes de sa main pour encaisser les dégâts, il meurt instantanément et la corporation gagne. Donc c'est un jeu qui est très riche, il y a plein de stratégies possibles, on peut uniquement être dans le bluff et tendre des pièges au runner. Le runner, sa stratégie peut être que la corporation épuise son deck, donc R&D, donc il peut lancer des piratages en boucle sur ce deck pour essayer d'accéder à un maximum de cartes, d'en effacer certaines quand il le peut et de les mettre à la défausse. Il peut à l'inverse avoir une dynamique beaucoup plus agressive sur les potentiels projets qui seraient posés sur la table. Clairement, il y a plein de types de cartes. Ce qui est aussi assez déroutant, c'est que les parties peuvent parfois être assez longues pour un jeu de ce format. On peut aller sur 1 heure et demie, parce que ça peut être long de scorer des points si on ne parvient pas à les trouver chez la corporation. Si la corporation, elle n'a pas les bonnes cartes pour se défendre, elle peut ramer à mettre ses défenses en place, et donc éviter de prendre des risques et jouer la montre le temps qu'elle récupère de l'argent. L'argent est vraiment le nerf de la guerre dans ce jeu. Quand on n'en a plus, on est réduit à dépenser 1 point d'action par 1 point d'action pour avoir un crédit à chaque fois. C'est très pénible et ça peut complètement gripper notre moteur et avoir une sensation de stagnation où les deux joueurs
passent juste leur tour à faire 3 ou 4 crédits suivants. Bon, ça peut paraître un peu plat vu comme ça, mais en fait, c'est un apprentissage. Il faut comprendre que l'argent est une denrée extrêmement rare, extrêmement nécessaire au développement, que sans argent on ne fait absolument rien, on ne se défend pas, on ne peut pas attaquer non plus, on ne peut pas déclencher d'effets, et donc il faut la dépenser à bon escient et comprendre à quel point il faut mesurer chaque coût avant de le lancer. Mais certaines parties peuvent être beaucoup plus rapides, on peut avoir un runner qui se prend une bombe, une balle perdue quelque part, et qui décède d'un coup, on peut avoir des coups de chance du runner aussi, qui récupère des projets hop en haut du deck, ou quand il accède à la main, il peut prendre qu'une carte au hasard dans la main, donc évidemment il y a une part de chance là-dedans. Mais ce hasard, cette chance, moi, il me dérange absolument pas, parce qu'il fait partie de l'expérience qui est proposée dans le jeu. Il permet aussi de mettre du bluff au centre. Est-ce que la corporation a des cartes qui valent des points de victoire dans sa main ou pas? En fonction de si elle semble les protéger, on peut essayer de décoder ses intentions. C'est un hasard qui n'est pas une dimension en plus, il est vraiment intégré dans l'expérience globale du jeu, dans ce qu'il propose, dans la symétrie, dans la prise de risque, etc. Et puis, ça donne des sensations qui sont extrêmement rafraîchissantes. Et clairement, quand vous faites piquer un projet en tant que corporation, vous pouvez jamais vous en prendre qu'à vous-même. Quelque part, vous avez pris un risque, vous n'avez pas suffisamment protégé. Un petit peu comme si vous preniez un virus sur votre ordi et vous disiez « c'est la faute à pas de chance », bah, à un moment, vous allez peut-être aussi télécharger un truc qu'il fallait pas. C'est là où je trouve le côté thématique très intéressant. Il n'y a pas d'autres jeux qui fonctionnent comme ça, qui proposent une asymétrie aussi radicale, qui possèdent une dimension hasardeuse aussi forte, sans qu'elle soit pour autant dérangeante et qu'on ait l'impression de juste lancer des dés. Donc franchement, Netrunner, c'est un jeu unique, pas facile d'accès, plus très facile à trouver, même si ça doit pouvoir se dénicher en occasion. Mais si vous aimez les jeux de cartes originaux, si vous en avez marre de Magic, des créatures fantasy, du attaque-blocage qu'on voit dans tous les jeux de cartes, clairement c'est un filon qui peut être intéressant d'exploiter. Moi je le mets dans le tout haut du panier des jeux de cartes, il est dans mon top 10 de tous les jeux auxquels j'ai pu jouer de tous les temps, il n'y a pas deux parties qui se ressemblent. Et la construction de deck est du coup très très importante en amont pour celles et ceux qui aiment ça. Et puis enfin, avant de se quitter, vous avez l'habitude maintenant, quelques stats et puis quelques retours de parties un peu plus en vrac à la volée. Juin, c'était 118 parties pour 55 heures de jeu. On est un petit peu en dessous des mois précédents, mais ça reste tout à fait correct, on va pas se plaindre. Et puis il y a eu quelques découvertes qui m'ont plu, que j'ai envie de creuser. Bon, je vous ai déjà parlé longuement de Mind Up, de Marvel Remix, de Brawl Bad Wombat dans mon top des jeux de l'été. Clairement, c'est des jeux qui vont continuer à être pratiqués dans les mois qui viennent et qui sont extrêmement agréables, extrêmement frais. Il y a Hit, alias No Mercy de Rainer Knizia, qui m'a bien plu, qui est vraiment un petit stop ou encore sans prétention, où je pioche des cartes et puis je peux en piquer, faire des crasses à mes adversaires. Si j'arrive à faire un tour complet, je banque tout ce que j'avais devant moi. Donc clairement, à l'heure de l'apéro, c'est fun. C'est juste de la pure chance, c'est très chaotique, mais c'est amusant, on passe un bon moment. Je continue à beaucoup apprécier The Number, mais clairement, je pense que c'est un jeu qui est hyper clivant et que ça sert à rien de développer. Il y en a qui le détestent. Moi, je fais plutôt partie de ceux qui l'adorent, qui le trouvent super malin, etc. En tout cas, de toute façon, vous devez l'essayer avant de l'acheter, ça c'est une certitude. Il y a au moins 50% de chances pour que ça soit pas fait pour vous. Dans les jeux d'ambiance, Gambit 7, qui est une vieillerie de chez Days of Wonder, un jeu où on fait des paris. Donc c'est du quiz avec des questions de connaissances, mais vous devez pas donner la bonne réponse du premier coup. Vous inscrivez ce que vous pensez, votre estimation sur votre ardoise. Ça peut être des questions de culture, genre combien de nations étaient présentes aux Jeux Olympiques telle année, ou ça peut être des trucs complètement débiles, genre la taille d'un rouleau de papier toilette. On met toutes les réponses au milieu et puis on parie avec des petits jetons sur qui a la bonne réponse. Donc on n'est pas du tout obligé de voter sur soi, et si on pense que machin, il a l'air d'être très calé en nations qui participent au JO, on va pouvoir le suivre et scorer des points sur son dos tranquillement. Donc c'est très rapide, c'est très fun et ça met une bonne ambiance quand il y joue en grand groupe. J'ai découvert aussi Sur les traces de Darwin, donc un excellent jeu familial, vraiment très bien calibré, rien à dire, j'ai pas le coup de cœur, donc je pense pas que je l'achèterai à mon tour, mais clairement l'édition est aux petits oignons, c'est magnifique, le matériel est tellement qualitatif qu'on n'a clairement pas l'impression d'être face à un petit jeu familial,
on a un vrai sentiment de jeu de plateau, donc il y a un truc dans l'édition qui est extrêmement généreux, et puis c'est pas cher pour ce que c'est, quoi. Donc c'est pas un coup de cœur pour moi, mais franchement je salue le gros boulot qui a été fait dessus pour que ça soit aussi nickel dans tous les coins, et je suis sûr que ça rendra plein de familles très heureuses. Bon, si on part sur le bas de la page avec des jeux un petit peu plus costauds, ma découverte marquante du mois c'est Teotihuacan, et oui, j'y avais jamais joué, ça s'était jamais mis, j'étais toujours passé à côté, et clairement, j'aime beaucoup. J'ai pu le découvrir avec toutes les extensions d'un coup, ce qui m'a bien plu, puisqu'il paraît que le jeu de base est un petit peu limité, donc moi j'adore cette mécanique de déplacement de dés, de vieillissement au fur et à mesure. On est pris dans un dilemme entre garder ses dés âgés le plus longtemps possible pour qu'ils soient plus forts, que les actions soient plus puissantes, et en même temps, si on les fait mourir vite, on accélère la fin de partie. On a aussi des petits bonus au passage. Clairement, je me réjouis de pouvoir y jouer davantage, et pourquoi pas l'acquérir full extension, si sur le long terme, je me rends compte que ça me plaît vraiment toujours autant. J'ai aussi découvert Twilight Inscription, alias le plus gros roll and ride qu'on ait jamais vu de toute la vie. Bon, ça se joue en 2 heures, vous avez 4 plateaux énormes devant vous, il y a des bonus, des combos dans tous les sens, clairement ça fait fumer le cerveau, c'est parfois un petit peu compliqué de s'y retrouver, mais la promesse de retrouver les sensations d'un 4X et puis d'avoir un jeu à cocher mais qui soit d'une ampleur folle est vraiment respecté pour le coup. Alors comme le veut le genre, il y a quasiment aucune interaction, on reste bien sur ses feuilles à regarder ce qu'on est en train de faire, déjà essayer de pas perdre le fil, et puis les seules phases où il peut y avoir un peu plus d'échanges entre les joueurs, c'est des phases de vote où on peut négocier pour faire passer telle ou telle loi. Bon nous on a joué à 3, du coup cette dimension n'était pas très importante. Bon, s'il y a des acharnés qui jouent à 8, là ça peut éventuellement prendre de l'ampleur à ce niveau-là. Mais 3 pour découvrir, c'était très bien, il y avait déjà beaucoup à faire pour comprendre tous les enchaînements possibles. Et enfin, un dernier coup de cœur, au passage, Rift Force, qui m'a donné des sensations d'un jeu que j'adore, Champ d'honneur. Clairement, c'est un peu Champ d'honneur le jeu de cartes, puisqu'on a du contrôle de territoire, on a ces lignes sur lesquelles on veut être majoritaire pour pouvoir scorer, et à son tour, on peut soit poser des cartes, soit repiocher des cartes et scorer des points de victoire au passage pour chaque ligne sur laquelle on est le seul présent, et enfin on peut activer ces unités qui ont toutes des pouvoirs spéciaux, ce sont des élémentaires en fait, donc certaines vont faire des tremblements de terre et faire des dégâts sur toute la ligne, certaines ont des lianes et vont attirer les créatures adjacentes face à elles, etc. Et on va les activer de façon très maligne, soit en jouant une carte, je peux jouer toutes les unités du même type, donc par exemple tous mes élémentaires de terre en jouant un élémentaire de terre, soit toutes les unités qui ont la même force, 5, 6 ou 7, en sachant que cette force c'est aussi le nombre de points de vie des unités. Et évidemment, vous avez plus de cartes 5 dans votre paquet, donc vous allez avoir plus d'occasions d'activer ces cartes 5, mais en même temps elles vont être plus faibles, plus vulnérables, et dès qu'une unité est éliminé, l'adversaire récupère un point de victoire aussi. C'est une course, faut être le premier à 12, c'est hyper malin, hyper tendu, il y a du renouvellement avec les différents pouvoirs, évidemment. Bon, apparemment, le jeu a fait un four parce qu'il est déstocké partout, c'est chez la boîte de jeu au passage, et moi j'ai adoré, donc j'ai pu le récupérer en jeu de base plus extension à moins de 30 €, et clairement, je pense que je vais beaucoup y jouer dans les jeux d'affrontement à 2, je trouve que c'est une excellente proposition, qui rejoint des jeux comme Champ d'honneur dans leurs sensations, dans la tension, dans le rythme de partie, tout en ayant sa propre singularité, avec ses pouvoirs et avec cette mécanique de vraiment j'ai une action parmi 3 à mon tour. Ce que j'aime, c'est que pour scorer, il faut en quelque sorte passer son tour et repiocher. Donc on peut pas scorer plein de fois d'affilée, on doit jouer des cartes entre-temps, etc. Donc c'est vraiment très très malin, c'est à découvrir pour moi, Rift Force. Et voilà, c'est tout pour cette fois, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce à quoi vous avez joué vous aussi pendant ce mois de juin, et puis à vous abonner si le contenu qui est proposé sur la chaîne vous plaît. On se retrouve cet été, il y aura probablement quelques vidéos sur la chaîne, je travaille notamment sur les prochaines rétrospectives. D'ici là, jouez bien chez vous, profitez bien de vos vacances si vous avez la chance de pouvoir en prendre. À bientôt, ciao!